il y a des nuits où tu sens que tu n'es pas seul. Quelque chose est là, tapis dans un coin de la pièce, une présence terrifiante, hostile, qui te veut du mal. Tu voudrais hurler, fuir, te débattre, mais tu ne peux pas, car tu es prisonnier d'un corps qui refuse de t'obéir. Quoi ? Si ça t'est déjà arrivé, relax, tu n'es pas possédé. Enfin, ça reste à voir entre toi et ton exorciste. Tu as simplement fait l'expérience d'une paralysie du sommeil. Ce petit bug du cerveau qu'on classe parmi les trucs chelous que le système nerveux nous fait quand on dort a longtemps été pris pour une manifestation surnaturelle. Parce que le sommeil, malgré sa banalité biologique, est longtemps resté un territoire profondément mystérieux, auréolé de croyances et de fantasmes. Et ça, les artistes, ces grands malades, ils adorent. Alors prépare tes somnifères, on va plonger dans les bras de Morphée. Au musée Marmottan-Monet pour l'exposition L'Empire du Sommeil. Au commencement, il y avait le dodo. Est-ce que vous dormez bien? Oui. Si je dors bien, absolument bien, oui. Très bien, je vous remercie. Depuis la nuit des temps, dormir est pour les humains un besoin aussi vital que la respiration. Au total, on y passerait même un tiers de notre vie. Pourtant, ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'on est parvenu à expliquer le pourquoi du comment du roupillement. Auparavant, c'était le grand flou. On fermait les yeux, on disparaissait et on espérait revenir en un seul morceau du voyage. Rien qu'à voir le vocabulaire qui lui est associé, être pris par le sommeil, tomber de sommeil, on voit bien que pour nos ancêtres, il s'agissait d'un peu plus que de faire ses 8 heures. C'était une force extérieure qui vous happait sans prévenir. Comme la grande faucheuse, quoi. Et bien justement, longtemps, le sommeil a été vu comme un petit trépas. Vu du dehors, c'est vrai que ça y ressemble à s'y méprendre, et on imagine que les premiers humains ont dû flipper sévère en découvrant le concept de la sieste. Cette proximité troublante entre repos et repos éternel se retrouve dans la mythologie grecque. Hypnos, le dieu du sommeil, est le frère jumeau de Thanatos, le dieu de la mort. Tous deux sont les enfants de Nyx, la nuit, elle-même née du chaos originel. Sympa, la réunion de famille. Aussi funeste soit-elle, cette cosmogonie a traversé les siècles et a infusé l'iconographie classique du sommeil, représentée sous les traits d'une femme ailée, drapée d'un manteau bleu constellé d'étoiles, tenant dans ses bras 2 enfants, Hypnos et Thanatos, aussi inséparables que Charlie et Lulu. Mais pour nous faire ronfler, Hypnos ne travaille pas seul. Il est entouré des Onérei, les divinités des songes, parmi lesquelles Morphée, le maestro des rêves, Phantasos, le spécialiste des images fantastiques, et Phobétor, alias l'as des cauchemars, ce petit sagouin qui vous empêche de dormir. Mais si ces divinités nous regardent depuis là-haut, c'est en bas qu'elles font leur boulot. Leur terrain d'action, c'est notre lit. Longtemps, il a été le meuble principal de la maison. C'est là qu'on est, c'est là qu'on meurt. Entre les deux, on y vit, car plus qu'un coin pour pioncer, le lit était aussi un lieu de réception. Et ça devrait revenir parce que c'était vraiment stylé. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que la moralité va chercher à cacher ce qui désormais va relever de l'intimité. Le lit, comme la chambre, comme tout ce qui relève du corps, deviennent alors strictement privés. Mais si le dodo disparaît derrière des rideaux bien tirés, le cauchemar, lui, ne se laisse pas domestiquer. Au contraire. Depuis le Moyen-Âge, vu qu'on ne sait toujours pas comment l'expliquer, il est auréolé d'une réputation diabolique. Et c'est justement ce qui va servir d'inspiration à une bande d'artistes un brin torturés de la fin du XVIIIe siècle. Car au moment où les Lumières s'appliquent à rationaliser le monde, un contre-courant émerge dans l'obscurité. Face à l'empire de la raison, ils brandissent les ténèbres de l'inconscient, le vertige du fantastique. Le sommeil devient pour eux un passeport pour un territoire mental où dorment des monstres qui fouettent leur imagination. Ces démons de minuit, ceux qui vous entraînent au bout de la nuit, oui, j'étais obligée de la faire, le peintre Johann Heinrich Füssli va leur donner un visage. Le cauchemar, cette toile est tellement connue qu'on pourrait croire que c'est un mème. Et la recette de ce succès foudroyant, on va l'analyser. Numéro 1, un sujet original. Jusqu'ici, on représente plutôt le rêve dans des épisodes bibliques ou mythologiques. Or, Füssli montre non seulement un cauchemar, mais aussi le contenu du cauchemar. Numéro 2, le mec a fait ses recherches. Attention, top. Cauchemar, en françois, ça vient de cochier, pressé et de la mare, une fantomette nocturne du folklore scandinave qu'on retrouve dans toutes les étymologies européennes. Or, en anglois, dans Nightmare, il y a aussi mère, c'est-à-dire une jument comme celle qui vient de pourrir la night de la belle endormie. Numéro 3, un peu de voyeurisme. Bon, j'ai déjà fait une vidéo entière sur le problème de fustier avec les femmes, donc si vous voulez bien, pas trop envie d'y revenir. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'au dos du tableau se trouve le portrait de la demoiselle qui a refusé sa main. Allô, Freud ? Numéro 4, l'horreur, c'est vendeur.
On plonge la scène dans le noir, on invite toute la ménagerie des enfers et on regarde les spectateurs se liquéfier d'y reconnaître leur pire terreur. Et voilà comment on produit une image si forte qu'elle va carrément cimenter l'iconographie du cauchemar et surtout sa sous-catégorie la plus démoniaque, la paralysie du sommeil. Bon, il va falloir expliquer ça. La paralysie du sommeil est un phénomène qui survient dans un état intermédiaire Entre le sommeil paradoxal qu'on appelle REM, rien à voir avec le groupe, et l'éveil. Durant le REM, le cerveau est actif mais le corps est paralysé par ce qu'on appelle l'atonie musculaire. En gros, un mécanisme de sécurité qui t'empêche de faire nimp. Mais il arrive que le cerveau se réveille avant le corps. Durant ce moment de mauvaise synchro, les hallucinations hypnagogiques ou hypnopompiques, qui peuvent survenir naturellement à l'endormissement ou au réveil, partent en freestyle et se confondent avec la réalité. On parle de bruits étranges, de sensations de pression sur le thorax, de couvertures qui bougent et pire, de la présence d'une entité malveillante dans la pièce. Et ça, c'est vraiment terrifiant, surtout que vous ne pouvez pas bouger. Le plus troublant, c'est que ça se passe dans un cadre familier, la chambre, là où on se croirait le plus en sécurité et durant l'activité censée nous régénérer. De quoi en venir à redouter la traversée de la nuit. Cette explication rationnelle, on ne la connaît en fait que depuis une petite soixantaine d'années. C'est à la fin du 19e siècle, à la faveur de l'essor de la psychiatrie moderne, que les médecins aliénistes vont commencer à examiner les pathologies du sommeil à travers la loupe de la médecine. Ils ne sont pas les seuls à vouloir s'aventurer dans les profondeurs de l'esprit. À la même époque, le spiritisme et l'hypnose cartonnent et cherchent également à explorer les possibilités des états hallucinatoires, vus comme des accès VIP aux lointaines contrées de l'inconscient. Et les artistes, toujours en recherche de sujets qui claquent, vont flairer le filon. Pourquoi le surnaturel revient-il en force un siècle après Fuseli ? Parce que les hétérosexuels vont mal. L'industrialisation a tout ravagé, les valeurs morales se perdent et en plus les femmes voudraient voir des trois. Bref, s'installe un sentiment de « c'était mieux avant » qu'on appelle le mal fin de siècle. Et pour échapper à ce monde qui est devenu tout pourri, rien de tel que de se réfugier dans la darkness. Mises un temps au placard par les courants naturalistes, les visions infernales produites par les cauchemars se réinvitent dans le game. Et cette fois, elles ne se contentent pas de rester sagement dans le cadre. Elles deviennent si palpables d'angoisse qu'elles vous sautent dessus comme la créature de The Ring. Les plus terrifiantes paralysies du sommeil sont celles qui donnent l'impression de la réalité. Vous êtes chez vous, dans votre corps, a priori, tout roule, sauf qu'il y a ce quelque chose qui fait suer de peur. C'est ce que Freud a appelé le sentiment d'inquiétante étrangeté, quand le familier se charge d'une menace sourde. C'est aussi le thème du Horla de Guy de Maupassant, qui raconte le glissement d'un homme hanté par une présence invisible qui finit par le rendre fou. Métaphore visionnaire du mal qui allait condamner l'écrivain. Mais ici, le réel ne cède pas d'un coup. Il se fissure lentement et ça fout les jetons. Cette esthétique du malaise va faire le bonheur de certains artistes fin de siècle qui vont produire des cursed images, vous savez ces JPEG compressés qui... avant l'heure. Je suis en bonne santé mentale. Il y a seulement les gens qui sont névrosés, qui ont des problèmes, qui dorment mal. Dans leurs autoportraits nocturnes, Léon Spilert et Edvard Munch semblent plus chercher à se confronter à un double fantomatique qu'à se représenter. Je est un autre ou je est un autre. Visage pâle, cerné, ils se peignent en plein épisode de dissociation à des heures où même les démons font dodo, parfois face au miroir, comme pour vérifier qu'ils sont encore là. Spoiler ? Pas sûr. Les contours se brouillent, la chambre devient un espace où le temps se fige et où les objets familiers cessent d'être rassurants pour basculer du côté de l'étrange. Comme dans une paralysie du sommeil ou une crise de somnambulisme. Autre fascinant phénomène nocturne qui nous vient d'un petit bug du cerveau. Cette fois, il intervient durant la phase de sommeil profond. En gros, la partie motrice est réveillée mais le cerveau dort encore, deux salles, deux ambiances quoi. Résultat, on peut marcher, parler, voire repeindre les murs à 3h du matin sans en garder le moindre souvenir. Un état liminal qui forcément va intéresser les artistes, en particulier les surréalistes, qui vont émerger au début du XXe siècle dans une énième époque désabusée où les hétérosexuels vont mal. Entre 2 insomnies et 3 crises existentielles, ces derniers vont s'en remettre entièrement à l'automatisme psychique, laissant l'inconscient signer leurs œuvres, preuve que les cauchemars ne manquent jamais d'inspiration. Bon, après toutes ces histoires à dormir debout, voilà fin prêt pour venir voir l'Empire du Sommeil au musée Marmottan-Monet. Mais attention, je décline toute responsabilité en cas de terreur nocturne. Bonne nuit!